Coucou mon pompon. Aujourd'hui, oui, pompon, t'as une question ? Oui, coucou Captain Sofro. Dites, vous aviez pas dit qu'une fois par trimestre, c'était à nous autres de causer dans le poste ? Exact, d'ici plus Pompex, très bonne remarque. Eh bien écoute, sache que c'était prévu pour cet épisode, pour être transparente avec toi, mais des fois, il y a des sales épreuves dans la vie et mon invité étant plein dedans, je lui envoie un gros paquet de force si elle écoute ce podcast vraiment de tout cœur. Du coup, ce sera pour plus tard et ça par contre, c'est vraiment pas grave. Alors, me voici prête aujourd'hui pour te parler à nouveau d'un super-héros, maison Marvel cette fois-ci. Ça te va, pompon ? Oh, mais oui, moi je suis tout oui. Formidable. Or donc, c'est le 40e épisode, et encore, il était prévu pour le 41e du coup. Le 40e, ça commence à faire, n'est-ce pas ? Allez, mettons, je retire les 2 consacrés au témoignage. Ça fait donc 38 épisodes que je te cause de personnages iconiques, d'héroïnes légendaires, de films et de séries emblématiques. Je t'ai parlé d'hommes, de femmes, d'extraterrestres, de zombies. J'ai même fait dans l'animalier et l'objet magique, sans compter un tas de robots. Et c'est la première fois que je te propose un personnage noir. C'est même la première fois que je te propose un personnage racisé, en fait. Alors, est-ce que ça vient de moi ? En vrai, ce serait un peu facile d'écarter d'un revers de main le biais de certains choix. Je suis blanche, moi, pour l'audio guide, comme disait SML. J'ai donc bien réussi à trouver et choisir des femmes, en tout cas j'essaye d'en proposer régulièrement, mais déjà j'ai moins de choix que pour les gars, soyons clairs. Du coup, en vrai, j'aurais certainement pu creuser un peu plus et mettre plus d'efforts pour te proposer une meilleure diversité dans mon panel héroïque. Mais justement, c'est un peu ça le problème. Il aurait fallu que je digue fort. Je t'ai déjà parlé de ce problème dans l'épisode 9 sur Jessica Jones, avec son meilleur pote d'une part, et son love interest mutant également, Luke Cage, à qui, tu vois, par exemple, j'aurais pu consacrer un épisode. Il y a dans cette série une très poignante réflexion sur les stéréotypes qui collent à la peau, littéralement. J'ai aussi fort râlé sur la question dans l'épisode 16 sur la petite sirène, puisqu'apparemment c'était déjà trop de couleurs sur nos écrans aux yeux de certains et certaines, faut croire. Bref, je vais pas me réénerver ici. Néanmoins, je constate simplement que les persos présentés pour le moment dans ce podcast collent malheureusement assez bien avec une étude édifiante que j'avais vue passer il y a quelque temps et qui avait mesuré qu'il y avait plus de représentations non humaines que racisées et ou que féminines dans le top 100 des persos les plus iconiques. C'est quand même parlant. Me voilà donc en reflet de cette réalité bien sombre, pour la première fois, mais pas la dernière, c'est prévu, à mettre la lumière sur un héros noir dont le nom, lui aussi, manque de finesse. Je rappelle que le Marvel Comics a été créé par 2 dudes blancs, donc on ne se départit pas de toute une vision un chouï essentialiste du héros. Je te parle bien sûr de T'Challa alias Black Panther. J'étais bien hypée par la sortie du film en 2018. Ce coup-ci, réalisateur noir, Ryan Coogler, donc on évite certains écueils, pas tous, il n'y a pas de baguette magique non plus le gars. En tout cas, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé dans ma tête quand on découvre tout à coup le Wakanda. J'ai reconnu en quelques plans tant d'acteurs et d'actrices méga stylés que je me suis dit « Waouh, il n'y a que des restas, il y a du budget ». Et c'est là que l'éclair m'a frappé. Dans le même temps, j'ai capté que c'était très probablement la première fois que tous ces talents-là pouvaient se donner la réplique. C'est bête, mais ça m'a fait une émotion, mon pompon. Tu peux pas savoir, c'était brutal et juste comme une vérité qui éclate. Alors oui, le film a plein de défauts. Il y a plein de trucs discutables, mais il a cette incroyable rareté d'avoir posé une balise pour que les chemins d'après soient plus éclairés. C'est quand même chiadé. Alors,
Commençons d'abord par l'univers très particulier de Black Panther, sachant que je ne vais te parler que des bases du comics et du premier film dans cet épisode, puisque j'aimerais en garder un peu pour en consacrer un complet à un personnage que j'ai vraiment adoré, Okoye. Oh là là, la classe celle-là. Donc, commençons par le berceau, le Wakanda, forever, tel un magnolia. Hop là, j'enfile ma veste à carreaux, remonte mes lunettes imaginaires et déroule ma plus belle carte du continent africain afin de situer géographiquement cette contrée à l'économie florissante. Alors, la Tanzanie, oui, l'Ouganda, mais, nom d'une fraise Tagada, aucune trace du Wakanda. Et non, eh ben non. Comme pour Batman ou Superman, le lieu associé au héros est totalement fictif, quoique situé dans le monde réel. Et dans le cas du Wakanda, il s'agit même d'une utopie dans la plus stricte tradition. Je te l'ai déjà expliqué dans un autre épisode, mais pour les deux pompons du fond qui écoutent rien, je rappelle vite fait. Une utopie, étymologiquement, c'est le lieu qui n'existe pas. C'est censé être une proposition de société parfaite, avancée, progressiste, qui met en lumière, par effet d'antithèse, d'opposition, les dysfonctionnements de la réalité. Le Wakanda jouit d'une prospérité économique exceptionnelle pour un pays qui vit en autarcie totale, au point que la planète ignore quasiment son existence. Ce pouvoir autosuffisant et cette opulence, le pays la doit à la découverte du vibranium, un métal aux propriétés incroyables. Genre, c'est ça qu'a forgé le bouclier à Captain America, pour te donner un ordre d'idée. Comme il y a une chouette réflexion sur les joies du colonialisme et du pillage en règle des ressources de l'Afrique dans ce Marvel, le pays choisit d'offrir son aide au monde avec parcimonie par le biais de super-héros à la moralité plus fiable que les gouvernements apparemment, qui les 4 Fantastiques, qui les X-Men, qui le Shield, bref, t'as capté. Le Wakanda fait sa part, offre un soutien technologique et s'engage lorsqu'il s'agit de défendre l'intégrité de la planète. Mais en dehors de cela, on se replie sur soi. On reste en dehors du monde, intouchable. C'est sage. C'est le choix du père de T'Challa, T'Chaka. C'est sage, mais ce n'est pas si parfait. D'abord, c'est quand même très compliqué de garder un pied dans les traditions ancestrales quand l'autre est carrément dans le turfu à tout point de vue. Par exemple, la tradition veut que le roi choisisse une concubine par tribu pour maintenir l'entente entre elles. Oui, parce que le Wakanda, en vrai, c'est 5 tribus installées et pas moins de 18 ayant voix au chapitre au Parlement. Oui, parce qu'on est bien sûr sur une monarchie moderne, parlementaire, et surtout un roi qui n'est pas forcément le fils du précédent, on va y revenir. Bon, du coup, quand T'Challa, en jeune homme moderne, choisit une vision nouvelle du mariage, celle de l'amour. Le mariage d'amour, ça date du XXe siècle comme concept. Avant, il n'était pas question de ça. En épousant Tornade, une étrangère, ça fait grincer des dents sévères dans le royaume. Comme quoi, la belle utopie est plus que fragile et ne repose pas seulement sur une même vision du progrès. D'ailleurs, je te rappelle que toutes les tribus ne sont pas soumises au roi commun. Il y a un culte interdit au Wakanda, c'est fou non pour un bazar qui est censé rassembler, celui du gorille. C'est un des enjeux très importants présentés dans le film. Le Wakanda est puissant, il détient un pouvoir écrasant. Or, ceux qui refusent la domination sont immédiatement renvoyés au rang de parias, vivant en marginaux et vus par la civilisation dorée comme des rustres animalisés. Et ça, c'est un point très intéressant sur l'ambivalence de l'utopie wakandaise. En effet, dans les luttes intestines qui se jouent dans les hautes sphères du pays, on compte ce fameux mépris des Djabaris, exilés dans les montagnes, et le désaccord politique fondamental entre le roi T'Chaka, donc le père de T'Challa, et son frère N'Jobu, ce qui mènera rien moins qu'à un fratricide, sympa la mif. Ce dernier souhaiterait mettre fin à l'isolationnisme wakandais
et mettre leur incroyable technologie au service de la libération de tous les afrodescendants de par le monde. C'est louable, non ? Bon, après, le gars a des manières de terroriste, c'est pas cool. Mais au départ, il y a quand même une remise en cause légitime de l'égoïsme du Wakanda, replié sur son privilège. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit à quel point cette notion de privilège lié au pouvoir crée un pattern systémique qui se reproduit à l'identique, qu'il s'agisse de la couleur, du genre, de la classe sociale ou que sais-je. C'est toujours le même système d'oppression. Et le Wakanda protège de l'oppression du monde, ça c'est clair, et c'est ce qu'il fait principalement. Mais il l'opprime aussi un peu en tant que puissance capitaliste, et je trouve ça plutôt bien vu. Je reviens donc à cette histoire de roi qui n'est pas forcément désignée de père en fils. Comme pour le reste au Wakanda, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Dans les faits, c'est quand même bien T'Challa qui est désigné d'office pour accéder au trône à la mort de son père. Mais les autres tribus sont libres de proposer un challenger. C'est alors par la force brute, au combat, que cela se joue. Il s'agit aussi de voir qui aura les épaules pour reprendre le costume de Black Panther. On y revient dans un instant. Le combat brut, c'est bien l'image de la domination. Prouve que tu peux écraser par la force et tu seras roi. Bon, T'Challa a le dessus sur l'adversaire Jabari. Mais il sera plus tard dominé par son cousin, fils du frère traître et trahi Njobu, tu suis ? Avant finalement de vaincre ce fameux cousin. Le personnage de N'Jabaka, le cousin, est très chouette. Entre rage et désir de vengeance personnelle et son envie de faire rayonner le Wakanda pour tous, lui aussi est tiraillé, lui aussi est ambivalent. Et ce qui fait que T'Challa est vraiment un bon Black Panther, c'est qu'il va le comprendre. Il va accepter d'être ébranlé dans sa puissance, dans ses privilèges, en demandant de l'aide aux anciens ennemis Jabari par exemple. Puis il va accepter d'être ébranlé dans ses croyances en découvrant le visage monstrueux de son père et la détresse légitime de son cousin. T'Challa ne mérite pas le costume du Black Panther par la force. Il le mérite par sa volonté de faire le bien, d'être juste, loin de toute ambition personnelle. Il est le despote éclairé car il œuvre au bien commun et se remet en question. D'ailleurs, l'herbe magique qui décuple ses capacités, c'est l'herbe cœur. Il est là l'équilibre entre maintenir la sécurité et le respect de la culture wakandaise et étendre sa lumière au monde avec générosité. T'Challa fera le choix d'ouvrir sa politique, d'accueillir. Il rendra, au geste des bras croisés, signe d'appartenance et de respect de la nation, tout son sens. Ce n'est pas un repli, c'est agripper le monde et le ramener dans son cœur. Alors, tu vas me dire, mon pompon, dis donc, c'est un petit peu facile de choisir Black Panther pour présenter l'exercice du jour, qui est une relaxation dynamique qu'on appelle les doigts en griffe. Ben oui, non mais j'avoue, franchement, je n'ai pas résisté à cette facilité, néanmoins, il y avait d'autres personnages avec des griffes que j'aurais pu choisir. Je pense à Catwoman, par exemple, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais ce qui m'intéressait ici, avec T'Challa et l'interprétation que lui fait du Black Panther, c'est l'idée justement de mériter pleinement le costume. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a souvent chez les super-héros. Par exemple, chez Green Lantern, il y a une idée d'être élu pour mériter ce pouvoir-là. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est sous-jacent, on va dire, dans bien des manières d'observer ce pouvoir. Je t'en avais déjà parlé, mais par exemple avec Spider-Man, je t'en avais parlé sur l'épisode sur Superman, mais j'avais cité l'oncle de Spider-Man qui dit que un grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités. C'est tout à fait ça qu'on retrouve dans cette idée de mériter le pouvoir, mériter le costume. C'est aussi quelque chose, tu noteras, que j'avais abordé dans l'épisode sur Excalibur. Donc tu vois,
vois que c'est quelque chose qui est très ancré profondément dans la culture commune et pas seulement dans la pop culture super-héroïque. Cette idée de mériter, d'être digne du pouvoir. Or, l'obtenir une première fois ne rend pas la personne automatiquement digne de l'exercer. C'est ce qu'on voit avec le cousin de T'Challa par exemple. Il est beaucoup trop perdu, beaucoup trop pris par des émotions négatives, de colère, de volonté de tout récupérer ce qu'on lui a volé, ce qui est complètement compréhensible, hein, évidemment, au vu de l'injustice dont il a été victime dès son enfance. Mais il ne peut pas être un monarque juste, il n'est pas en état, et pourtant, il a obtenu ce titre, il a obtenu le costume. C'est la même chose avec le roi Arthur qui perd un temps le droit à Excalibur. L'épée le refuse pendant un temps jusqu'à ce qu'il y ait une forme de réconciliation entre lui, la terre et son devoir. C'est la même chose, hein, je pourrais partir sur d'autres exemples de chevalerie, mais si tu as des vieux souvenirs de ton année de 5e par exemple, peut-être que Yvain, le chevalier au lion, te dira un petit peu quelque chose et que on se souvient par exemple que lui est obligé de devenir un autre chevalier qu'Yvain, donc le chevalier au lion, qu'il avance masqué et que c'est une forme de rédemption parce qu'il ne s'est pas montré digne d'être chevalier. Il a été trop orgueilleux, il n'a pas tenu ses promesses, il n'a pas été un bon chevalier au sens de s'oublier et se mettre au service de l'autre. C'est exactement ça qui m'a intéressée moi dans Black Panther et que par exemple on ne retrouve pas du tout dans les thématiques qui entourent Catwoman. C'est un autre type de personnage complètement. Or, pour l'exercice des doigts en griffe d'aujourd'hui, en dehors de, bien sûr, d'étendre les bras et les mains, hein, ce qu'on peut faire pour une première découverte de la sophrologie, les deux termes qui reviennent tout le temps pour toutes les intentions qu'on peut donner à cet exercice-là, ce sont les termes de maintenir et d'agripper. L'idée de cet exercice, elle peut donc être double. Il y a cette idée de prendre conscience de ce qui est et de le conserver en soi. C'est exactement l'une des orientations politiques liées au Wakanda, cette espèce de repli sur soi, de maintien des traditions, de maintien du fait de conserver cette technologie et la maîtrise de cette technologie, du maintien aussi, dans un versant moins sympathique, de sa suprématie par rapport à d'autres tribus et aux pays qui l'entourent. Donc on a cette idée de maintenir, mais il y a aussi l'idée d'aller vers l'extérieur. Aller vers l'extérieur, il faut bien le faire si on veut agripper quelque chose. On n'agrippe pas quelque chose de l'intérieur. Donc il y a cette idée d'obligation d'ouverture et avec la posture des doigts en griffe, il y a un côté un peu... alors je ne vais pas dire agressif dans cet exercice, ce serait quand même très exagéré, mais en tout cas... il y a une idée de se sentir très actif et quand on agrippe, c'est vraiment d'ailleurs l'intention première, hein, c'est prendre conscience de sa capacité de préhension, c'est-à-dire sa capacité à se saisir de quelque chose, à prendre quelque chose. Donc il y a ce côté très animal d'aller retrouver ce côté de je vais de manière déterminée aller chercher avec mes griffes ce que je veux prendre, ce que je veux acquérir, ce que je veux récupérer. Mais le geste qui suit dans cet exercice, une fois qu'on a pris, on vient ramener tout doucement contre le cœur. Et ça ressemble fort au signe du Wakanda, hein, même si on ne croise pas les mains sur le cœur. Tu as compris quand même malgré tout l'idée. Et c'est toute la beauté de cet exercice-là, c'est qu'on est à la fois dans quelque chose de très actif, très conquérant, et en même temps quelque chose qui vient recentrer sur la base avec beaucoup de douceur pour maintenir ce qui est déjà présent. Moi je trouve que c'est
une très belle métaphore, on va dire, qu'on pourrait appliquer à T'Challa et à sa manière d'exercer le pouvoir, puisqu'il va être et ouvert et maintenir les traditions et respectueux de son pays, de ses origines, de sa culture et curieux du reste du monde, curieux de comprendre ceux qu'on a écartés, les Djabaris, son cousin, etc. C'est cette capacité à tendre les mains vers l'extérieur qui va justement en faire le Black Panther iconique, le roi du Wakanda juste, équilibré, et qui va permettre justement d'amener cette puissance qui a retrouvé son sens au sein du monde finalement. Alors par ailleurs, dans le titre de l'épisode, j'avais quand même indiqué que ça faisait beaucoup de choses à faire pour une seule personne d'être roi et super-héros, parce que le Black Panther participe à quelques ligues de justiciers. Évidemment, le Wakanda s'implique dans la lutte contre Thanos, par exemple. Donc il y a du pain sur la planche en termes d'aventure de super-héroïque. Mais il a quand même aussi un pays à gérer en tant que roi, c'est quand même très compliqué, ce qui explique, et je trouve ça pareil, très intelligemment vu, qu'à un moment donné, il renonce à l'un des deux bords parce que ça n'est pas tenable en fait de tout faire à la fois. Donc je trouve qu'on est sur un très bel équilibre entre l'utopie, le côté très merveilleux, hors du monde, avec une technologie dont les possibilités sont quasiment infinies, etc. etc. Et puis ce côté très réaliste d'une vision politique des choses, avec toutes ces difficultés, avec tous ces dilemmes, avec tout ce que ça comporte comme responsabilité, comme choix, comme erreur qu'on commet. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'épisode, mais comme Arthur, comme Yvain qui devient fou à un moment donné, comme bien d'autres héros, comme Thor dont on a déjà parlé, T'Challa aussi passe par une période où il meurt quasiment, il est à l'article de la mort, il est dans le coma, etc., avant d'être ramené à la vie et de se révéler vraiment pleinement tel qu'il doit être, le vrai Black Panther avec cette notion d'équilibre. Voilà donc pour la présentation du personnage du jour. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, l'exercice des doigts en griffe, c'est un exercice de relaxation dynamique, ce qui veut dire que il est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de restriction particulière cette fois-ci. La seule restriction qui est tout de même importante, c'est qu'il faut que tu puisses bouger au moins un de tes deux bras. Si tu es empêché soit du bras droit, soit du bras gauche, n'hésite pas à ne faire l'exercice qu'avec le bras que tu peux bouger, bien évidemment. Comme très souvent c'est un exercice qui se pratique debout, c'est la manière dont je vais l'animer. Si tu ne peux pas te tenir debout, il n'y a aucun problème à le pratiquer assis et même couché si la position assise n'est pas accessible pour toi en ce moment. Ça pose pas de problème particulier. Juste, et là ça vaut pour tout le monde, que tu sois debout, assis ou allongé, vérifie quand même bien, puisque l'exercice se fait les yeux fermés, que tu peux tendre tes bras sans te cogner dans quelque chose. Ce serait quand même un petit peu embêtant. Essaye aussi de penser, si tu souhaites pratiquer cet exercice, à te débarrasser de tout ce qui pourrait te déconcentrer. Je pense à des bracelets par exemple, qui pourraient teinter et te sortir un petit peu de l'écoute de tes ressentis, puisque c'est là-dessus qu'il faut te concentrer dans ce type d'exercice-là. Moi, je vais l'animer aujourd'hui dans son intention première, de détendre des bras, de prendre conscience de sa préhension. C'est un exercice qu'on peut proposer dès la toute première séance de sophrologie, donc vraiment là, il n'y a pas de contre-indication, si on peut dire. Tu peux complètement en bénéficier pleinement et ça peut tout à fait te détendre sans forcément que ce soit inscrit dans un protocole avec quelque chose d'individualisé, etc. Donc je t'encourage vivement à en profiter, ça dure très peu de temps, donc tâche de prendre peut-être ce temps pour toi, pour t'apporter un tout petit peu de détente. C'est quelque chose qu'on fait peu et qui pourtant est primordial. 5 minutes dans la journée, tout le monde peut les trouver et parfois ça peut changer un tout petit peu les choses de se les donner
à soi-même. Donc si tu as envie de faire cet exercice, je te laisse te mettre à l'endroit que tu préfères. Et puis je vais animer comme si c'était debout, mais tu ajustes évidemment selon la position que tu peux prendre. Donc tu peux te placer avec les pieds à la largeur du bassin. Je te conseille de fléchir très légèrement les genoux pour bien maintenir ton équilibre, surtout que tu vas fermer les yeux. Garde ta colonne vertébrale bien droite. Pense surtout à bien baisser les épaules, bien les relâcher. Laisse pour le moment les bras bien relaxés le long du corps. Et avant de fermer les yeux, je t'explique plus précisément les consignes de l'exercice. Donc il va s'agir tout simplement d'inspirer profondément par le nez en levant les bras à l'horizontale devant soi. Une fois que ce sera fait, tu bloqueras ta respiration et tu mimeras vraiment le fait d'avoir des griffes avec tes deux mains, comme si tu venais littéralement agripper quelque chose avec tes griffes, donc toujours les bras tendus. On garde la respiration bloquée et tu vas rapprocher tout doucement tes griffes de ta poitrine. Donc imagine bien sûr que tu viens agripper, prendre en main tout le calme, toute la détente possible pour venir l'amener à l'intérieur de toi. Une fois que tu as atteint ton torse, tu peux relâcher les bras le long du corps en soufflant doucement par la bouche. Si c'est clair pour toi et que tu es prêt, mon pompon, tu peux fermer les yeux. Inspire profondément par le nez en tendant les bras devant toi. Bloque ta respiration, mets tes doigts en griffe et rapproche doucement tes bras de ton torse comme si tu attirais tout le calme à toi. Et relâche les bras le long du corps en soufflant par la bouche. Respire à nouveau naturellement. Sois attentif ou attentive aux premières sensations dans les doigts, les avant-bras. Prends conscience de la capacité de tes mains à saisir. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez en tendant les bras devant toi. Bloque ta respiration, mets tes doigts en griffe et rapproche doucement le calme et la détente que tu as attrapé de ton torse. Et relâche les bras le long du corps en soufflant par la bouche. Reprends ta respiration naturelle. Accueille tous les ressentis dans les mains, les bras, le torse, le cœur. Prends conscience du calme qui s'installe en toi. Je te laisse faire l'enchaînement une dernière fois à ton rythme. Reprends ta respiration naturelle. Sois à l'écoute de toutes tes sensations, tous tes ressentis, dans les épaules, les bras, les doigts, le cœur. Et prends conscience de la détente de ton corps et de ton esprit. L'exercice est terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.